diapo suivante. Donc, un premier décret donc, relatif à la prise en compte de l'état de santé des étrangers qui font l'objet d'une décision d'éloignement. Donc, les personnes étrangères qui vont faire valoir pour justifier d'être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir regagner leur pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le pays qu'elles doivent rejoindre ne proposant pas le traitement proposé sur le territoire français. Donc il y aura un avis qui sera émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français d'immigration et de l'intégration à l'autorité administrative sans délai, soit au préfet du territoire concerné. Alors cet avis va comporter deux choses. Premièrement, un certificat médical qui sera établi par le médecin qui suit habituellement le patient, ou si le patient est détenu, le certificat médical sera établi par le médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire. Et deuxième point, des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi ou sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu l'égard à la pathologie de l'intéressé. Diapo suivante. Donc, un arrêté du 24 juillet qui modifie celui de juin 2013 relatif au montant et aux conditions de versement de l'indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de la permanence des soins en établissement de santé. Donc pour la période de garde assurée, une nuit, un dimanche ou un jour férié, ça passe de 129 € à 422. Période de garde assurée en début de nuit de 79 à 141. Et période de garde assurée en une nuit profonde ou le samedi après-midi de 150 à 280 €. Diapo suivante. Donc un arrêté qui fixe le nombre de contrats d'engagement de services publics pouvant être signés par les étudiants de 2e et 3e cycle des études de médecine et d'odontologie et par les PADU autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences au titre de l'année universitaire 2024-2025. Donc là, je vous ai fait un tableau du nombre de contrats qui a été donc validé pour les étudiants de 2e et 3e cycle. Donc la première colonne, c'est le 2e cycle et la deuxième, c'est le 3e cycle. Je vous ai mis bien évidemment que l'Île-de-France, parce que ça concerne tous les territoires de France et de Navarre. Voilà, pour notre région. Concernant les PADU, il n'y a pas de tableau parce qu'il y a eu 0 contrat d'engagé. Diapo suivante. Donc une loi, donc ça je vous en avais parlé au mois de juillet, c'est la loi concernant pour renforcer la sécurité des professionnels de santé, qui s'appelle donc la loi Pradal. Donc là elle a été, on l'attendait, je vous l'avais dit quand on a eu la dernière séance plénière en juillet, donc ça elle a été publiée donc, au mois de juillet, peu de temps après notre séance. Donc le code pénal prévoit donc depuis 2003 des sanctions renforcées en cas d'agression des professionnels de santé, donc, et ce dans l'exercice de leur activité ou du fait de leur fonction. Là, avec cette loi, il y a une modification de plusieurs articles du Code pénal et du Code de procédure pénale. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? La protection accordée aux professionnels de santé s'étend à tous les professionnels travaillant dans les lieux de soins. Elle concerne toutes les violences, quelles qu'elles soient, les lieux hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux et paramédicaux, les centres de santé, les EHPAD, pharmacies, laboratoires. Sont concernés également les agents travaillant à l'accueil des urgences, à l'entrée des hôpitaux ou encore dans les services de facturation. Sont concernés aussi à domicile les infirmières, les kinés et les prestataires de santé. Il y a également dans cette loi une aggravation des peines. Alors je vous en ai mis 5. Une première pour les violences les plus graves, celles qui entraînent la mort sans intention de la donner, celles qui entraînent une ITT supérieure donc, à 8 jours d'un personnel, avec 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, par exemple. Le vol de matériel médical ou paramédical, donc les peines sont aggravées. Préjudice d'un professionnel de santé, notamment le vol des ordonnances et tampons, pareil, là les peines seront aggravées. Et puis l'agression sexuelle commise sur un soignant dans le cadre professionnel, ça sera 7 ans d'emprisonnement plus une amende, bien évidemment. Le délit d'outrage, qui est rajouté, qui s'étend donc à tous les professionnels de santé, mais aussi aux autres personnels qui exercent à l'hôpital, en clinique, en EHPAD, en libéral, dans un cabinet, un centre de santé, une pharmacie, un laboratoire, etc. Si ça intervient à l'intérieur d'un établissement, d'une structure de santé, domicile du patient, la sanction est plus lourde, jusqu'à 6 mois de prison et amende. Diapo suivante. Un dépôt de plainte facilité.
Donc, possibilité pour l'employeur d'un professionnel de santé ou d'un membre du personnel de déposer plainte à sa place avec son accord écrit. Sont concernées les directions des établissements de santé, des secteurs médicaux et médico-sociaux, hôpitaux, cliniques, centres de santé, EHPAD. Les professionnels de santé libéraux pourront déclarer comme domicile leur adresse professionnelle. Et les professionnels de santé qui sont leurs propres employeurs, on est en attente du décret précisant les conditions dans lesquelles les ordres professionnels, par leur président ou les URPS, pourront porter plainte pour eux. Diapo suivante, un arrêté du 30 juin qui fixe les modèles d'attestation préalable aux IVG réalisés pour motif médical. Donc, alors je vous conseille de le lire pour ceux qui sont intéressés, c'est très court, 20 pages. Ça se lit très facilement, c'est des arbres décisionnels, c'est très... C'est beau. Et c'est très... Non, franchement, c'est très bien fait. Donc vous avez une première annexe qui donne le modèle de l'attestation en vue d'une IVG réalisée pour motif fœtal. Une deuxième annexe qui est l'attestation en vue d'une IVG réalisée pour motif maternel, donc lorsque la santé de la maman est en péril grave. Une annexe 3, l'attestation en vue d'une IVG partielle dans le cadre des grossesses multiples. Dans tous les cas, l'attestation sera remise au centre, au médecin qui a réalisé l'IVG et à la femme. Diapo suivante. Un arrêté du 25 juin qui modifie la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Donc maintenant, il est interdit d'exposer un enfant de moins de 3 ans devant un écran. Et l'écran, ça comporte celui du smartphone, de la tablette, de l'ordinateur et de la télévision, compte tenu donc des risques pour son développement. Ce qui fait que dans cette charte nationale, le terme, enfin la phrase qui était « il n'est pas recommandé de laisser » est remplacée par « il est interdit d'exposer ». Diapo suivante, une loi du 30 juin qui vise à mettre en place un registre national des cancers. Donc ce registre est sous la responsabilité de l'Institut national du cancer. Il va être responsable du traitement des données et centraliser les données populationnelles relatives à l'épidémiologie et aux soins dans le domaine de la cancérologie. Donc le but, c'est d'améliorer la prévention, le dépistage et le diagnostic des cancers, la prise en charge des patients et de constituer une base de données aux fins de recherche. Donc le décret en Conseil d'État après avis de la CNIL et qui permettra de déterminer les conditions d'application. Diapo suivante, une instruction donc du 2 juillet qui est relative à l'organisation d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à HPV et contre les infections invasives à méningocoque du typage ACWY au collège à partir de la rentrée scolaire 2025-2026. Donc le but, c'est d'améliorer la couverture vaccinale des jeunes adolescents scolarisés au collège. Donc modalité organisationnelle et suivi de la campagne de vaccination contre les infections HPV et contre les infections massives à méningocoque. Vaccination non obligatoire mais recommandée. Les campagnes se dérouleront de janvier à juin. La vaccination contre l'HPV est répartie sur les 2 années scolaires consécutives en respectant un délai maximum de 13 mois entre les 2 doses. Et pour la vaccination contre les infections invasives à méningocoque ACWY, qui nécessite une dose, elle pourra être réalisée au cours de l'une des 2 années en sachant que la co-administration est possible. Le choix du vaccin est libre, mais il doit être remboursé par la CNAM et le choix est laissé à l'appréciation du responsable médical de l'équipe de vaccination. Ne pas oublier que l'autorisation parentale est indispensable. Les 2 parents, il y a un formulaire à remplir à cet effet. Voilà. Diapo suivant. Donc la campagne sera pilotée par l'ARS. Un responsable médical peut être soit un médecin, soit une sage-femme. Vacation possible de médecins et des autres professionnels de santé habilités à prescrire et à administrer des vaccins, notamment libéraux. Collège, et ça concernera les collèges publics et privés, pour ceux qui le veulent. Les établissements scolaires communiqueront donc aux parents la possibilité de vaccination, donc les élèves de 5e, et organiseront la période de sensibilisation, du recueil des autorisations parentales et prépareront les locaux pour la vaccination. La traçabilité, inscription du ou des vaccins dans le carnet de santé donc de l'élève et sur le registre des centres de vaccination. Diapo suivante. Une note d'information donc du 16 juillet qui est relatif aux modalités de mise en œuvre de la campagne 2025-2026 de la prévention des bronchiolites AVRS. Donc stratégie nationale de prévention pour qui? Pour les nouveau-nés et les nourrissons autour de 2 médicaments d'immunisation passive et d'un vaccin destiné aux femmes enceintes. L'administration
aux populations cibles ou alors en établissement de santé lors de l'hospitalisation, à la maternité ou au cours d'une consultation externe. Les médicaments préventifs, lesquels? Donc le Synagis au cours de l'hospitalisation chez les enfants à risque élevé d'infection à VRS, le Beyfortus chez les nouveau-nés et nourrissons au cours de leur première saison de circulation du VRS et chez les enfants jusqu'à 24 mois qui demeurent vulnérables à une infection sévère au VRS, et le Abrysvo de la naissance à 6 mois à la suite de l'immunisation de la mère pendant la grossesse.